Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, de la salle de classe au monde entier, en passant par l'école, le quartier, la ville, l'éducation est aussi affaire d'espace. Une passionnante géographie de l'éducation vient de sortir, on en parle avec une de ses autrices, Nora Nafa, et l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu anniversaires et programmes d'histoire, mais aussi de langue. Il y a pile 101 ans, Jean-François Champollion dévoile ses découvertes sur les hiéroglyphes égyptiens. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, et une proposition de sortie culturelle extrêmement joyeuse. La fille de Madame Angot est à l'affiche, ça se passe à l'Opéra Comique à Paris. Et puis enfin notre rendez-vous avec le conseil de famille de Candice Anzel, zoom sur les parents hélicoptères. Vous savez, ceux qui veulent tout contrôler en permanence. Eh bien, ce n'est pas l'idée du siècle. Candice vous expliquera pourquoi la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Une injustice, même si on n'en est pas tout à fait responsable. Quand on veut décrypter les dynamiques éducatives, on se tourne souvent vers des sociologues, des psychologues, des historiens, des philosophes, parfois, rarement, vers des géographes. Et on a bien tort, parce que leurs travaux sont absolument passionnants pour éclairer des questions qui sont omniprésentes quand on parle école, à commencer par celle des inégalités. Alors on répare à l'occasion de la parution chez Armand Collin de Géographie de l'éducation. C'est un ouvrage à 8 mains, celle d'Aurélie Delage, David Giban, Kevin Marie et Nora Nafa. Et c'est Nora Nafa que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Nora, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, vous êtes post-doctorante à l'université de Strasbourg. Juste un tout petit mot là-dessus, si on entend moins les géographes, c'est aussi parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins nombreux en France à se passionner pour l'éducation. En effet, l'école, ça n'a jamais été un sujet central de la géographie, même s'il y a eu un certain nombre de travaux pionniers. Mais depuis quelques années, plusieurs thèses ont été soutenues et l'éducation prend de plus en plus sa place dans notre discipline. Et oui, et pourtant, ils ont bien des choses à dire à toutes les échelles. Je le disais, de la classe au monde, en passant par le quartier ou la région. Il y a une autre caractéristique de votre approche, c'est que dans les travaux qu'on a l'habitude de solliciter, on ne s'intéresse qu'à l'éducation dite formelle, ce qui se passe à l'école, quoi, au collège, au lycée. Vous vous intéressez à l'éducation formelle, mais aussi à l'éducation informelle. En effet, on n'a pas choisi l'école, mais plutôt l'éducation pour parler des salles de classe, de l'établissement, mais aussi de ce qui peut se passer dans la rue, dans la famille, pendant les vacances. Tout ça, ce sont des espaces où on apprend un certain nombre de savoirs. Pourtant, on la croise quand même, la géographie de l'école, quand on s'intéresse, ou de l'éducation, quand on s'intéresse à l'école. On ne va pas prendre toutes les dates clés, mais on va faire un tout petit peu d'histoire quand même. D'abord, il y a Guizot, il y a le 19e siècle. C'est le moment où en France, on va structurer des réseaux d'écoles. Voilà, en fait, il y a eu tout de suite, à ce moment-là, une volonté de déployer l'école sur l'ensemble du territoire français, avec cette idée d'égalité aussi d'accès à l'éducation. Et donc, il fallait une école dans chaque village. Voilà, pour tous les, c'est ça, une école de garçons, quand même, à l'époque. Pas exagéré, dans toute commune de 500 habitants, c'est la loi Guizot. On est en 1833. Ensuite, il y a évidemment les lois Ferry. Oui, l'école gratuite et pour tous, ça aussi, ça a été un moment majeur, parce que souvent, les écoles avant, elles étaient plutôt privées. Alors, privées, ça ne veut pas forcément dire que pour les élites, ça pouvait être des écoles religieuses. Mais en fait, à partir de ce moment-là, on a voulu vraiment donner cet accès, élargir cet accès à l'école à tout le monde. Je saute 1963, et ça on en parle chaque année, la carte scolaire. Et oui, une carte qu'on ne voit jamais, pourtant qui est inaccessible. C'est la manière dont est découpé le territoire pour répartir de manière assez gestionnaire les élèves selon les établissements. Donc en fonction de votre adresse, on vous attribue une école primaire, un collège, un lycée, et c'est ça cette carte. Alors ça va un petit peu au-delà, parce qu'il y a aussi derrière la notion de bassin de formation. C'est-à-dire qu'on va essayer de penser non seulement l'établissement scolaire en fonction de ce que vous venez de dire, il faut qu'il y ait des élèves qui habitent pas loin, mais aussi dans ses liens avec le monde du travail, avec l'industrie, avec ce qui se passe après. Oui, et souvent les lycées, par exemple, ont des options, des formations qui sont en lien avec les spécialités locales. Pas toujours, mais ça peut arriver. Et là, ça dessine le territoire quand même. Il y a des territoires qui se sont spécialisés et qui ont développé des filières spécialisées en lien avec ça. Oui, à la fois pour permettre à certains élèves d'accéder à un emploi, à une formation qui soit en accord, en tout cas des opportunités dans son territoire proche, mais ça peut aussi être limitant parce que certains élèves du coup n'ont pas toutes les options disponibles dans leur territoire. Je prends deux dernières dates importantes. Les zones d'éducation prioritaire, ça c'est important aussi. C'est un moment où on dit la réussite d'un enfant, elle n'est pas seulement liée à son individu, elle n'est pas seulement liée à son milieu social. Il y a une notion d'environnement qui peut être favorable ou défavorable et
et tout ça est systémique. Donc ça, c'est quand même un peu une approche de géographe aussi. Oui, aujourd'hui, c'est plus ça existe. Ce sont des réseaux maintenant. Cette notion de ZEP, elle est restée très longtemps, et souvent pour décrire les espaces les plus pauvres, ça recoupe les quartiers politiques de la ville, souvent, avec cette idée qu'il fallait investir davantage dans les établissements qui concentrent les élèves les plus défavorisés. Et puis il y a les lois de décentralisation. Et oui, pour donner plus de compétences à différents échelons, que ce soit les régions, les collèges, les communes, tout le monde ne s'occupe pas des mêmes établissements scolaires et donc n'ont pas exactement les mêmes compétences, qui peut aussi entraîner certaines inégalités entre régions ou entre départements. On va en parler de tout ça. Les paysages éducatifs ont connu depuis plus de 40 ans des évolutions significatives, c'est vous qui l'écrivez. Non seulement cela redéfinit le rôle des acteurs traditionnels, donc les établissements, les collectivités, les familles, mais cela favorise aussi l'émergence de nouveaux acteurs, entreprises, associations et la mise en place d'autres logiques spatiales. On est en pleine révolution spatiale en ce moment dans l'éducation ? En pleine révolution spatiale, je ne sais pas. En tout cas, en France, on reste quand même dans des écoles très centrées sur elles-mêmes et très éducation nationale. Mais il y a quand même un certain nombre de politiques et de volonté d'ouvrir sur l'ensemble du territoire et à d'autres acteurs. Et si on regarde ailleurs dans le monde, et on va le faire juste après l'anti-sèche, là par contre ça bouge considérablement. Oui. Alors il y a des modèles complètement différents comme celui des États-Unis, et après il y a des modèles entre deux. En fait, il y a toute une panoplie possible selon les États. Et on va en parler juste après l'anti-sèche. Je vous interrogeais notamment sur les États-Unis. C'était le sujet de votre thèse. On se retrouve après l'anti-sèche. Mais pour l'instant, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une anti-sèche, je le disais, historique, mais également linguistique. C'est un 27 septembre que Jean-François Champollion expose une des plus grandes découvertes du siècle passé. Enfin, avant-passé d'ailleurs. Oui. Voilà. Il résout même un mystère vieux de 15 siècles tout de même, celui des hiéroglyphes. Donc, ce 27 septembre 1822, il expose ses recherches devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres sous forme d'une ébauche de 8 pages. C'est le résultat d'années et d'années d'un travail absolument acharné. Oui, mais en réalité, son intérêt pour l'Égypte date d'avant, remonte à bien plus longtemps que ça, parce qu'en fait, il s'intéresse aux civilisations antiques grâce à son grand frère de 12 ans, son aîné, qui s'appelle Jacques-Joseph, lui-même très passionné par ces questions-là et qui s'occupe de son éducation. Et donc, il va lui insuffler ce virus, si je peux dire. Et il faut qu'on se remette un peu dans son contexte, puisque en 1799, donc Jean-François a 9 ans, eh bien, il y a Bonaparte qui part en exposition en Égypte et qui va découvrir la pierre de Rosette, une stèle gravée de l'Égypte antique. Donc, quand Jean-François est à l'école, et puis en plus au collège, on en parle beaucoup en fait de cette pierre de Rosette. Donc, il baigne un petit peu dedans, sans oublier que son frère, encore lui, est devenu ami avec Joseph Fourier, qui faisait partie également de l'expédition. Et donc il baigne complètement dans cette civilisation et dans ses langues. Oui, il est tellement fan, il va apprendre, alors c'est improbable, mais il va apprendre plusieurs langues qui vont l'aider par la suite. Le copte, l'hébreu, le chaldéen, le syriaque, l'éthiopien, l'arabe et l'araméen, c'est pas rien. Extraordinaire, il décide de consacrer sa vie à l'Égypte tout jeune, à 16 ans. Oui. À 19, il devient professeur d'histoire ancienne à Grenoble. Et c'est à ce moment-là, c'était donc à 19 ans, qu'il décide de déchiffrer cette fameuse pierre de Rosette. Il n'est pas le premier à essayer. Non, c'est pas le premier. Il y a eu le Britannique Thomas Young. Alors lui découvre que les cartouches en hiéroglyphes contiennent les noms de divers pharaons. Mais Jean-François Champollion va plus loin, il observe que le texte hiéroglyphique contient 3 fois plus de signes que le texte grec de compte de mots. Il en déduit que les hiéroglyphes ne sont pas seulement des idéogrammes, mais peuvent aussi servir de signes phonétiques comme nos lettres de l'alphabet. Donc du coup, il va comprendre tout ça et il va réussir à traduire les noms de Cléopâtre, Ramsès et Toutmoses. Voilà, je crois que ça ne se dit pas tout à fait comme ça. Si, comme ça. Vous parlez l'égyptien antique à merveille. Le 14 septembre 1822. Oui, c'est un mélange des hiéroglyphes et c'est cette découverte qui, dit-on d'ailleurs, le fait tomber d'épuisement. Oui, alors c'est la légende. Dit en effet que ce 14 septembre 1828, donc, il se précipite chez son frère qui habite rue Mazarine à Paris pour lui faire part de sa découverte. Il crie, parce que c'est ça qu'on raconte, je tiens l'affaire, et après, il tombe d'épuisement parce qu'il a travaillé des années sur cette question. Et pourtant, ce n'est qu'en 1828, c'est-à-dire 6 ans après cette découverte, qu'il part découvrir l'Égypte. Oui, il va rester 18 mois là-bas, période dans laquelle il va continuer à faire des traductions, il va continuer à ses recherches et travaux, et le vice-roi lui propose de choisir un cadeau pour la France, et il va choisir l'obélisque de Luxor. Celle qu'on peut voir sur la place de la Concorde à Paris. Champollion, c'est le père de l'égyptologie, on peut le dire comme ça pour... complètement, puisqu'en 1824, il publie Précis du système hiéroglyphique des anciens égyptiens, un ouvrage qui marque, dit-on, les débuts de l'égyptologie moderne. Il meurt le 4 mars 1832 à 41 ans. Il repose aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise. Sa tombe, elle est facilement reconnaissable puisqu'elle est surmontée d'un
d'un obélisque. Bah oui. Et ouais, forcément. Et l'Égypte antique, il n'a pas fini de révéler tous ses secrets, puisque je crois récemment qu'une équipe de scientifiques a identifié les ingrédients d'embaumement d'une momie vieille de 3500 ans. Il y a quoi là-dedans? De la cire d'abeille? De l'huile végétale, différentes résines d'arbres. Il faut savoir que les Français sont de grands passionnés d'égyptologie. Et absolument. Et d'ailleurs, il y avait une belle expo sur Ramsès la Villette à la fin de l'année dernière. Et je vous conseille vivement, si vous allez du côté de Figeac, de visiter le musée Champollion, le musée des Écritures. Parce que je crois qu'il y a un autre musée en Isère, le musée Champollion, parce qu'il a été à Grenoble. Mais le musée des Écritures est absolument passionnant. Merci beaucoup, Cécile. On se retrouve pour la récré tout à l'heure? Tout à fait. Super. On va faire un peu de géographie maintenant. L'éducation est devenue, en l'espace de quelques décennies, un fait géographique planétaire, dans le sens où elle déborde des frontières nationales pour prendre les atours d'un système et d'un marché éducatif mondial. Fin de citation. Elle est extraite de Géographie de l'éducation d'Aurélie Delage, David Giban, Kevin Marie et Nora Nafa. Nora, la mondialisation, elle touche de manière évidente déjà l'enseignement supérieur. Commençons par là. Oui, l'enseignement supérieur, ça fait très longtemps. C'est marqué notamment, ça a été accéléré par la création des classements internationaux comme le classement de Shanghai, où les grandes universités se positionnent dans ce classement à l'échelle mondiale. Racontons un petit peu tout ça quand même. Ça veut dire qu'elles veulent toutes se ressembler les unes les autres, c'est ça? Alors qu'elles veulent tous se ressembler, mais surtout être les plus performantes, avoir les meilleurs classements, donc en termes de publications, être les plus avancées scientifiquement, déposer des brevets et ainsi pouvoir aussi attirer le plus d'étudiants internationaux. Alors, ce qu'on dit peu, c'est que pour certaines de ces très grandes universités, c'est pas n'importe quels étudiants, ils veulent les meilleurs, surtout. Les meilleurs. C'est pas pour le plaisir de faire des citoyens de la planète. Non, bien sûr. Alors, ils veulent les meilleurs et puis surtout ceux qui permettront de développer le plus possible, notamment leur département scientifique. Après, ce sont en tête de classement, ça va surtout être les universités américaines, des universités privées. Et donc, c'est vrai qu'il y a des États qui ne sont que très peu présents dans ce classement parce que c'est très difficile de rivaliser quand on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et donc le modèle américain s'est imposé dans le monde entier? Il s'est imposé, ou en tout cas il domine, c'est certain, dans ces classements-là. Vous, vous êtes intéressé à l'Amérique, mais pas de l'enseignement supérieur, plutôt celle des écoles. Oui. Et vous avez regardé comment le néolibéralisme grignotait le secteur scolaire depuis quoi, une trentaine d'années? C'est les années Reagan? Oui, voilà, Reagan, ça a été vraiment le grand tournant, en fait, voilà, ouais. Début des années 80, et après il y a eu une autre accélération au début des années 2000 également. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une loi qui est passée, qui était bipartisane, démocrate et républicaine, qui s'appelait No Child Left Behind, qu'on pourrait traduire par Aucun enfant laissé pour compte, où on a voulu rationaliser... Ce qui est plutôt sympa quand même. Oui, sur le papier. Le nom de la loi. Sur le papier, l'idée c'était de dire on va mettre en place des tests, on va positionner tous les élèves pour être sûr qu'aucun d'entre eux ne soit pas comptabilisé dans les performances des établissements, pour obliger les établissements et les enseignants à faire monter le niveau de tous les élèves. Et là, ça va créer plein d'effets pervers. Et oui, parce qu'au départ, on était un peu sur le système de la carotte. Ceux qui progressent le plus vite dans ces résultats auront des dotations supplémentaires. Et ensuite, on est passé sur le système du bâton. Ceux qui ne progressent pas voient leur dotation réduite. On commence à indexer, par exemple, certains salaires enseignants dans certains districts scolaires, dans certains États, sur les résultats de leurs élèves. Certains se font virer parce que leurs élèves ne progressent pas assez. Et bien sûr, ça peut être un cercle vicieux assez rapidement. Avec, en parlant de cercle vicieux, des effets pervers très délétères, dont ce qu'on appelle le test to learn, c'est-à-dire ou le learn to test. D'ailleurs, j'aime mieux que dans quel sens, le test to learn. Teach to the test. Teach to the test. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'enseignement est exclusivement tourné vers la préparation aux tests, parce que c'est de ces tests que dépendent les moyens. Oui, en français, parfois, on utilise le terme bachotage, qui est un peu dans ce sens. En fait, on étudie que pour l'examen et le résultat à cet examen-là. Et donc, il y a un peu ce côté très répétitif, des tests sur ordinateur maintenant, plus tellement sur papier, dès les plus petites classes jusqu'au bac. Plus 2 ou 3 scandales de triche organisés et vraiment sous couvert parfois d'autorités publiques, qui se disent mince, on ne va pas perdre nos financements, on ne va pas perdre notre école, quoi. Moi, j'ai fait ma thèse sur Atlanta et il y a eu un énorme scandale de triche 2008, si je ne dis pas de bêtises, qui a été découvert. Et la moitié des proviseurs et des enseignants du district scolaire, ce qui est quand même des centaines de personnes, ont été virés suite à ce scandale. Parce qu'ils avaient trafiqué les tests des élèves. Pour garder l'argent. Oui, ce qui n'est pas non plus des montagnes, juste pour pouvoir sauver garder leurs écoles en fait. ouvertes. Oui, je l'ai dit de manière désagréable. Non, mais ça croise autre chose aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle les charter schools. Alors, je ne sais plus s'il y en a dans tous les États, je ne suis pas certain. Alors, quasiment. Il n'y a vraiment que quelques États qui... Et donc là, si je résume le principe, en France, c'est arrivé un peu sous l'expression, je crois, chèque éducation. C'est-à-dire, ça croise un peu les deux. C'est-à-dire que l'idée, j'inscris mon enfant là où je veux, et si cette école est privée, elle va bénéficier de subsides de l'État à hauteur de ce qu'aurait touché l'école publique. C'est un
peu différent. Les chèques éducation, c'est plutôt je récupère mon argent des taxes voilà, pour payer une école privée. C'est ça. Existe. Les charter schools au Canada, ils disent école à charte. Ce sont en fait des écoles privées qui sont opérées soit par une association de parents d'élèves, une organisation privée. Elles peuvent être lucratives ou à but non lucratif. Et en fait, elles touchent des fonds de l'État, à peu près 75% de ce que toucherait une école publique pour le même nombre d'élèves. C'est ça. Donc ça revient un peu au même, sauf que c'est pas moi qui le verse, mais c'est la même idée. C'est l'idée que la scolarisation d'un enfant, ça coûte tant à l'État, et que le parent décide si cette somme sera affectée à du public ou à du privé. Oui, alors c'est pas exactement comme le chèque, c'est pas le parent exactement, mais en tout cas, c'est les districts scolaires qui autorisent ces écoles à ouvrir pour un mandat de 3 ou 5 ans selon les États, c'est pas les mêmes régulations. Et ensuite, vous pouvez choisir d'inscrire votre enfant dans cette école qui est gratuite, mais dont les procédures d'inscription sont différentes de celles d'une école publique. Mondialisation des problématiques pour ce qui est de l'enseignement supérieur, vous avez parlé de Shanghai et de ses classements, mais il y a aussi une mondialisation par le biais de diffusion de normes dans le primaire et le secondaire, avec notamment tout le travail de l'OCDE. Si vous voulez bien, on va en parler juste après. La récré, l'école qui entretient des rapports étroits avec son territoire géographique. Aucune dimension de la scolarisation ne peut s'affranchir de son contexte territorial. Écrivez-vous dans Géographie de l'éducation. Rendez-vous après la récré. Cécile. Récré, loisirs, culture et musique, Cécile, c'est ça? Tout à fait. Vous allez nous inviter à découvrir ou redécouvrir un grand classique de l'opéra comique. Oui, c'est La fille de Madame Angot de Charles Lecoq qui se joue jusqu'au 5 octobre à l'Opéra Comique à Paris. C'est vraiment votre journée du 19e siècle, puisque ça date après Champollion. Là, on est en 1872. C'est du thématique. Oui, elle a d'abord été créée à Bruxelles le 5 octobre 1812, vous venez de le dire. Il connaît très vite un grand succès. Il va être joué 441 fois à Paris, puis après dans 103 villes de province, et puis dans le monde entier. Ok, c'est un blockbuster de l'opéra en fait. Qu'est-ce que ça raconte alors? C'est très bien dit. C'est une opérette qui raconte l'histoire de la fille de Madame Angot. Comme son nom l'indique, jusque-là j'avais suivi. Alors, qui est Madame Angot? Vous allez me demander. Qui est Bravo. C'est un personnage fictif apparu dans beaucoup d'autres œuvres depuis le XVIIIe siècle. C'est une marchande de parvenus qui travaille aux Halles et qui s'est fait porte-parole des Parisiens lors de la Révolution française. Et cet opéra comique en 3 actes se situe après la mort de Madame Angot. Elle laisse une fille, Clairette, qui est orpheline. Elle est prise en charge par les marchands des Halles qui veulent la faire marier, je ne sais pas comment on dit, la marier, oui, à un perruquier, mais elle est amoureuse d'un autre. Elle est amoureuse de Ange Pitou, qui est recherché. Oui, c'est le chansonnier qui est recherché. Et Clairette, qui a du caractère, elle va tout faire pour épouser l'homme qu'elle aime. Ok, je disais blockbuster, c'est un petit côté sitcom, en fait, c'est ça? Est-ce que la version qu'on peut voir là a été modernisée? Alors oui, oui, tout à fait, elle a été modernisée. Alors normalement, la version initiale se passe en 1795, pendant le Directoire, qui, je le rappelle, se situe après la Terreur, entre 1795 et 1799. Mais dans cette version, tout a été remis mai 68. Hop! Pourquoi? Parce que c'est une période de changement des mentalités, de mutation vers la modernité, et c'est ça, en fait, l'histoire qui est derrière cette opérette. D'accord, donc c'est une fiction. C'est une fiction, mais il y a quand même des personnages qui ont vraiment existé. Il y a Ange Pitou, qui est journaliste et chansonnier, on l'a dit, et Mademoiselle Lange, une actrice française qui a connu la gloire sous le Directoire. Génial. À l'Opéra Comique, attention, il n'y a que 5 représentations, et c'est jusqu'au 5 octobre, on se dépêche. Merci beaucoup pour cette récré culturelle et musicale et historique. Tout à fait. Grand oral, on passe de l'histoire à la géo. Je cite de nouveau les auteurs de Géographie de l'éducation. Une réforme mondiale de l'éducation s'opère à bas bruit. Elle vise à uniformiser l'intégralité du champ éducatif à travers la promotion d'un modèle international de formation des enseignants, la standardisation des modes d'évaluation ou encore l'adoption de critères communs, approche par compétences, libre choix scolaire. C'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui. On dit éducation nationale, mais ce que vous voulez nous dire, c'est que les idées circulent et les outils d'évaluation circulent. Oui, souvent on voit depuis la France et on a notre modèle très français, mais en fait il y a des choses qu'on retrouve ailleurs, soit très proches, soit très différentes. Et il y a des indicateurs en fait qui vont aussi rythmer la manière dont les politiques sont éditées. Par exemple, le classement PISA, qui est cette évaluation d'un certain nombre de pays dans le monde sur plein de compétences, où souvent on dit la France est le pays le plus inégalitaire dans ce classement. On va rappeler un PISA, les élèves de 15 ans, c'est réalisé par l'OCDE, il y a effectivement des dizaines de pays. Et oui, on est dans la moyenne, sur les résultats moyens, mais avec une très forte dispersion
entre les enfants issus de catégories favorisées qui surperforment, mais encore de moins en moins. Mais bref, qui pendant longtemps surperformaient par rapport aux autres. Et en revanche, ceux qui sont issus de milieux les plus fragiles, qui eux sont sont décrochés, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, on est dans la moyenne, mais avec de fortes inégalités. Et surtout, maintenant qu'on a du recul sur plusieurs années de PISA, ces inégalités s'accroissent. C'est surtout ça qui est important à retenir. Mais ça ne suffit pas à homogénéiser les systèmes. Ce qu'il y a, c'est que derrière, l'OCDE et un certain nombre d'organisations internationales font progresser des idées qui disent si vous voulez résoudre le problème, il faut faire comme ci ou comme ça. Oui, et puis ce qu'on voit aussi, c'est l'accélération des réformes et la manière dont on change les choses. Avant, les choses prenaient vraiment beaucoup plus de temps. Et là, on se rend bien compte que rien qu'en France, il y a des choses qui sont mises en place. Et puis, un an ou deux après, hop, on revient en arrière. On se rend compte qu'en fait, ce n'était pas une si bonne idée. Mais parce qu'il n'y a pas une solution magique, il n'y a pas une réforme qui va tout changer. C'est des systèmes entiers et l'école toute seule ne pourra pas changer toute la société. Alors justement, sur les liens entre l'école et la société via son environnement, il y a un chapitre qui m'a beaucoup passionné dans votre ouvrage autour de la ville apprenante, de la ville éducative. C'est une notion qui s'est même inscrite, hein. C'est un label qui existe depuis le début des années 90. Oui, c'est un label qui existe depuis un moment, qui dans les années 90 était très à la mode, qui a ensuite un peu tombé en désuétude, mais qui est revenu de plus en plus avec ses liens entre les villes et les écoles pour plein de raisons très différentes. Et c'est quoi l'idée alors? C'est quoi une ville éducative? Alors en France, par exemple, ce qu'on a mis en place maintenant depuis quelques années, ce sont les cités éducatives. Il y en a presque 200, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus maintenant, où l'idée c'est de faire des sortes de consortiums où l'éducation nationale travaille avec des acteurs locaux, que ce soit les communes, mais aussi des associations qui, elles, connaissent mieux les enjeux du territoire dans lequel ça s'inscrit et donc font remonter des projets en lien avec les problématiques de chaque établissement. Et donc on essaie de mettre en cohérence, en fait, plein de façons de s'adresser aux enfants, aux adolescents, aux familles sur un territoire, que ce soit par la culture, l'éducation, le sport. Voilà, et dans le temps scolaire, mais aussi périscolaire ou même hors du temps scolaire, tout simplement, pendant les vacances, le week-end. On continue à voyager, on va au sud, en Afrique. Épicentre, écrivez-vous, de la géopolitique éducative mondiale. Oui, alors l'Afrique, en fait, c'est un continent dont la croissance démographique est très forte et donc le besoin en école est aussi très très important. Une croissance que les États ont du mal à suivre pour certains. Et donc d'autres États du monde se sont proposés de les aider à construire des écoles. Alors les anciennes puissances coloniales classiquement, mais aussi d'autres pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie, aujourd'hui proposent de construire des écoles dans ces pays-là. Et le secteur privé se développe. Oui, ce sont des écoles privées souvent et qui agissent comme un secteur de soft power en fait. Par exemple, le soft power, il faut définir. Oui. C'est un concept de géopolitique, ça. Ce serait une forme de diplomatie culturelle. Par exemple, la Chine qui investit énormément dans des écoles en Afrique et promeut l'apprentissage, non pas de l'anglais, mais du mandarin dans ces écoles-là, pour ensuite inciter les futurs étudiants soit à se rendre en Chine ou en tout cas à densifier les relations entre les pays. Voilà, et la France, qui était très forte quand même en soft power, notamment par son système, son réseau de lycées français en Afrique, est en train de reculer considérablement. Oui, alors elle continue d'ouvrir de nouveaux lycées, mais c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui en ouvrent davantage. Mais les lycées français ont longtemps été les lycées d'élite dans un certain nombre de pays. Oui, c'est ceux où on inscrivait, où mais pas que les Français, en fait. Oui, même les locaux inscrivaient leurs enfants dans ces lycées d'élite. Même, par exemple, aux États-Unis, les lycées français étaient des lycées d'élite. Et le sont toujours, d'ailleurs. Mais en Afrique, notamment, c'est plus les seuls. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, géographe, à vous passionner pour l'éducation? Je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental. En fait, ça dessine le destin de beaucoup de monde, sans être déterministe, mais quand même les écoles qu'on fréquente tout au long de sa vie, les bifurcations, les systèmes dans lesquels on évolue, ça va quand même nous dire beaucoup de choses sur la manière dont les territoires évoluent. Et c'est un très bon indicateur. C'est à la fois un indicateur de ces territoires, mais ça participe aussi de leur transformation. C'est ça. Ça agit sur le territoire, exactement. Ça produit de l'espace et c'est influencé par l'espace. C'est ça. J'ai révisé ma géo? Parfait. Cool. Merci Cécile, vous allez céder votre place à Candice. Vous restez avec nous Nora si vous le voulez bien, on va parler d'une autre forme de géographie, les parents hélicoptères, ceux qui essayent de survoler leurs enfants absolument en permanence avec Candice Anzel, conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. Il vous est peut-être arrivé de croiser, peut-être que vous-même vous êtes concerné, des parents comme ça, des parents hélicoptères. Ce sont les parents
surprotecteurs, qui surinvestissent la vie de leur enfant. Le terme est assez amusant. En réalité, il peut cacher une grande souffrance, aussi bien chez l'enfant que chez le parent. À quoi ça ressemble alors, le parent hélicoptère? Alors on le reconnaît déjà parce qu'il plane littéralement au-dessus de son enfant en surveillant et en veillant sur lui, sur tous ses moindres faits et gestes. Alors il connaît évidemment tous les enseignants par leur prénom, le planning des différents cours, le menu de la cantine et même le programme des manuels scolaires. Son hélicoptère mental est toujours prêt à décoller pour contrôler d'en haut ce qui se passe dans tous les domaines de la vie de son enfant en bas. Son mantra: où es-tu? Que fais-tu? Avec qui es-tu? Quand reviendrais-tu? Que font ses parents? Bah chez moi, ça s'appelle une mère juive en fait. Hein. C'est un parent exigeant, perfectionniste, quoi. Évidemment, il vise la perfection, il veut le meilleur pour son enfant, donc la meilleure école, le meilleur prof, le meilleur stage de vacances, la meilleure marque de vêtements. Il veut qu'il réussisse partout, tout le temps, qu'il ne soit jamais dans des spirales négatives, qu'il soit toujours heureux et qu'il ne soit surtout jamais déçu. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe ses désirs, ses besoins et ses envies. Il le fait un peu à la place des enfants. Ça vient d'où, ce besoin de tout contrôler? Eh bien, en réalité, derrière cette tendance éducative se cache un vrai besoin de réassurance. Mais oui, parce que d'amour. c'est un grand anxieux. Ah là là. C'est un grand anxieux. Ce parent, il veut réussir absolument sa mission parentale à tout prix et il craint d'être un mauvais parent. Donc du coup, eh bien, il a tellement peur qu'on lui reproche d'être négligent, voire d'être défaillant, qu'il se surinvestit et qu'il est hyper responsable vis-à-vis de cet enfant qu'il a désiré et programmé. Alors, en ayant l'illusion justement de tout contrôler, il pense être un parent parfait. Mais l'est-il? Bien sûr que non, ça n'existe pas le parent parfait. Oui, alors c'est crevant et justement, parfois, eh ben, ça amène à vraiment de l'épuisement, voire du burn-out. Et les conséquences de l'éducation sur l'enfant? Alors, sur l'enfant, hormis cette pression... Maman, écoute. Là, maman, tu écoutes. Là, maintenant, les conséquences du parent hélicoptère sur l'enfant. Alors, hormis Candice. cette pression de devoir toujours être à la hauteur qui pèse sur ses épaules en permanence, vous en savez quelque chose, hein, n'est-ce pas? Un enfant bridé dans sa personnalité qui n'a aucune liberté, ni l'opportunité de commettre des erreurs et d'en tirer les conséquences, eh bien, il aura très peu d'autonomie, il aura peur de tout et peu confiance en lui. Et ça risque même de le rendre à l'âge adulte dépendant, ayant du mal à prendre des décisions et ne sachant pas comment faire face à l'adversité. Vous vous en sortez pas mal. Hein. Ouais, il faut croire, il faut croire. Comment aider ses parents alors à trouver le juste équilibre entre protection et autonomie? Eh bien, justement, en redescendant sur la terre ferme et en se transformant en guide au sol. Alors, ça signifie évidemment offrir un soutien, des conseils, des ressources, tout en permettant à l'enfant de faire ses propres expériences et de grandir. Alors, c'est indispensable de laisser un enfant tomber pour qu'il puisse apprendre à se relever, à être responsable et mesurer les conséquences de ses actions. Je sais, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Non, il faut le dire, c'est important. Donc, je lâche prise et surtout, j'apprends à faire confiance. Exactement. C'est l'œuvre d'une vie, hein, ceci étant, pas qu'avec ses enfants. Exactement. On apprend à avoir une relation de confiance réciproque et on discute sans s'imposer en cas de désaccord. En fait, notre rôle, finalement, de parents, c'est vraiment d'informer, d'expliquer, de prévenir des dangers en apprenant à notre enfant à mesurer les risques pour qu'il puisse lui-même se débrouiller après, en fait. Donc, un bon moyen, par exemple, pour commencer à lâcher prise, c'est d'essayer de séparer les choses sur lesquelles on a de l'influence sur celles sur lesquelles on en a moins, voire rien faire, hein. Pas du tout. Alors, en gros, il faut choisir ses combats. Je vous donne un petit exemple. Dans la mesure du raisonnable, il faut laisser les enfants tester et exercer leur pouvoir lorsqu'ils en ont l'occasion. Il veut faire la coupe de Ronaldo? Soit, les cheveux, ça repousse. Enfin... Ça dépend. Jusqu'à un certain âge. Voilà. Elle veut se faire les ongles noirs. Ouais. Soit, il y a du dissolvant. Exactement. Bon, donc on ne discute pas leur choix quand même, et en cas de désaccord? Alors, si, on peut discuter, mais l'important, c'est surtout de savoir écouter sans jamais juger. En fait, il faut ouvrir le dialogue. Chacun doit se sentir assez en sécurité et respecté pour donner son avis ou poser des questions. Alors, une des clés, c'est vraiment de communiquer de façon détournée. Ça marche super bien. Détourner, c'est-à-dire par exemple, tiens, je lisais l'autre fois un article sur les addictions sur les ados. Alors, tu savais, toi, que 72% déclarent avoir une vraie relation toxique avec leur smartphone? Moi, ça m'a vachement étonnée. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est ça. Voilà, ça marche. Ça va mieux marcher. On ne vous voit pas venir. Disons que ça marchera mieux que si on dit « Non, mais tu rigoles ou quoi? Ça fait combien de temps que t'es sur ton téléphone? T'es complètement accro, mon pauvre !» Certes. Voilà. C'est mieux. C'est mieux.
C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ou par contre, je suis désolée, il va falloir que je vous abandonne parce que je vois qu'il est bientôt 8h30 et mon fils a oublié en fait son sac de piscine. Il a cours de piscine et après, j'ai la réunion parents délégués. La maman hélicoptère. Ça tourne là-haut, faut que j'y aille. Candice, merci beaucoup. Bon, on vous laisse filer, surveiller. Mais vous n'avez pas le système de drone de surveillance? Si, ne vous inquiétez pas, j'ai vu sur la caméra qu'il avait oublié son sac de piscine. Merci beaucoup. Et ça survole des territoires, tout ça. Quelle transition, n'est-ce pas? Et pour redire qu'il faut lire Géographie de l'éducation, super ouvrage d'Aurélie Delage, David Giban, Kevin, Marie et Nora Nafa, concept enjeux des territoires, c'est sorti chez Armand Collin. Franchement, c'est pas un livre grand public, c'est un livre plutôt pour les étudiants, etc. Mais ça se lit avec grand plaisir parce que c'est, voilà, on comprend absolument tout et ça ouvre plein de pistes et de clés de compréhension sur l'éducation. Encore là, vous? Ouais. Filez, Candice. Merci. Bon, allez, la quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, Emma Frari en régie, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.